La réalisation de l'aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine, à savoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable, exige que l'Afrique fasse d'importants investissements dans le domaine de l'éducation afin de développer son capital humain et social par une révolution de l'éducation et des compétences en mettant l'accent sur l'innovation, la science et la technologie. Pour sortir du sous-développement, les pays africains sont tenus de réorienter leur système d'éducation et de formation afin de répondre aux besoins en matière de connaissances, de compétences et de qualifications, d'innovation et de créativité qui sont nécessaires à la promotion d'une économie de la connaissance et de l'innovation. Aussi, il est impératif de lancer des programmes d'alphabétisation ambitieux et efficaces à travers le continent pour éradiquer l'analphabétisme, de renforcer et de moderniser les programmes de sciences, de mathématiques et d'ingénierie, de technologie dans l'enseignement secondaire et supérieur, tout en travaillant à diffuser ces connaissances et à promouvoir la culture scientifique dans la société africaine, exploitant à cette fin les capacités des TIC pour améliorer l'accès, la qualité de l'éducation et la formation. Il est également nécessaire de renforcer les liaisons bénéfiques entre le monde du travail et les systèmes d'éducation et de formation, redynamiser et accroître l'accès à l'enseignement supérieur, à la recherche et à l'innovation en vue de relever les défis de développement du continent. La place de la science, la technologie et l'innovation est au cœur du développement socio-économique et de la croissance de l'Afrique, notamment dans les secteurs essentiels tels que l'agriculture, l'énergie, l'environnement, la santé, le développement des infrastructures, les mines, la sécurité et l'eau, entre autres. Quatre piliers qui se renforcent mutuellement sont les conditions préalables au succès de la promotion d'une économie du savoir, à savoir la construction et ou l'amélioration des infrastructures de recherche, l'amélioration des compétences professionnelles et techniques, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation et la création d'un environnement propice au développement de la science, de la technologie et de l'innovation sur le continent africain. C'est à ce titre qu'apparaît la nécessité d'une coopération étroite entre les pays des BRICS, dont essentiellement la Russie et la Chine. Alors, pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact sur l'épanouissement scientifique, technologique, culturel, économique et donc politique, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Alger l'ex-économiste et ex-ministre général de l'Industrie, Farhat Aitali Braham. Monsieur Farhat Aitali, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, merci pour l'invitation. Bien. Alors, l'Afrique contribue pour environ plus de 3% au produit intérieur brut au niveau mondial, mais ne dépense que 0,4% des sommes consacrées à la recherche et au développement. Alors, le continent abrite 18% de la population mondiale, mais ne fournit qu'un peu plus de 1% des chercheurs scientifiques de la planète. Il compte environ un scientifique ou un ingénieur pour 10 000 habitants, alors que les pays industrialisés, actuellement la Chine, à titre d'exemple, on compte de 20 à 50. Bien. Alors, pourquoi le fossé scientifique et technologique entre l'Afrique et le reste du monde n'a fait que s'accroître au fil des ans? Et pourquoi ce fossé grandissant, à votre avis, n'est-il pas en partie responsable du sous-développement du continent et où en est actuellement l'école africaine? D'abord, il faudrait peut-être, en faisant les comparaisons, faire plusieurs paramètres de comparaison. Parce qu'il y a plusieurs points de coordonnées qu'il ne faudrait pas oublier. Si nous disons que l'Afrique, avec ses 18% de la population mondiale, ne fournit que 3% du PIB mondial, déjà, ceci est un gap. Là, c'est un recul, pratiquement, Absolument, depuis d'un l'indépendance. coefficient de 6. Donc maintenant, si on parle, si on se déplace vers la proportion du PIB qui est investi dans la recherche-développement, là aussi, nous reculons encore cette proportion par rapport déjà au PIB, mais aussi par rapport à la population. Il y a quand même des raisons historiques
on ne va pas à chaque fois coller ça à la colonisation, mais il faudrait quand même éviter de faire des comparatifs avec des civilisations anciennes comme la Chine, qui n'a jamais arrêté de faire de la recherche-développement, même sous les Han, à une époque très reculée de l'histoire antique, et avec des pays occidentaux et même la Russie quand même, qui ont entamé leur renaissance intellectuelle et scientifique au XVIe siècle, à la Mhm. renaissance générale de l'Europe. Les pays d'Afrique, entre eux déjà, il y a quand même une différence en matière de dépenses pour la recherche et développement. Il y a aussi une différence en matière de PIB par capita, par habitant. Donc, il faudrait déjà intégrer les Africains entre eux, essayer de faire les comparatifs intramuros dans le continent africain, parce que les premiers partenaires des Africains seront les Africains eux-mêmes. Les, D'accord. les locomotives d'un éventuel développement technique et technologique en Afrique sera bien sûr avec l'apport de nos amis des pays qui voudraient bien y apporter une aide extramuros, mais il sera en premier lieu africain. Il existe quand même une dizaine de pays africains qui peuvent faire monter cette moyenne en toute matière, aussi en nombre d'ingénieurs, en nombre de chercheurs, que ce soit la moyenne en termes de budget de recherche, qui la font monter au-delà de ce fameux 0,4%. On ne peut pas demander à des pays quand même qui actuellement peinent à couvrir les fins de mois en matière de prise en charge élémentaire des besoins de la population et des fois même qui peinent à assurer leurs dépenses interne face à des phénomènes de plus en plus agressifs de participer au même ratio. Donc ces pays-là doivent pouvoir compter sur leurs voisins, sur leurs cousins africains pour avancer, mais pas à la même vitesse. Disons que quand un train démarre, en général, même si dans tout le train, tous les wagons suivent la même vitesse, ils ne sont pas au même classement. Donc, il faudrait leur donner un coup de main pour qu'ils puissent déjà démarrer en matière de recherche, en matière aussi d'éducation nationale, mais il faudrait aussi prendre en considération leurs besoins immédiats et leurs moyens du moment. On ne peut pas Mhm. demander à tout bon monde de démarrer de la même manière et d'avoir les mêmes objectifs. On va les détailler d'ailleurs après, quels sont les objectifs prioritaires par type de pays. Actuellement, où on est l'école africaine? À part les certains pays où il y a eu un certain développement depuis les indépendances, comment jugez-vous en général la situation? Déjà, pour avoir un système éducatif performant, il faudrait quand même avoir des moyens matériels. Mhm. C'est lourd comme sacrifice budgétaire. Maintenant, il faut dimensionner des fois son système éducatif en fonction de ses moyens. Donc, certains pays, par exemple, comme les pays d'Afrique du Nord, l'Algérie aussi, bon, qui ont les moyens financiers, ont entamé déjà une politique de désalphabétisation d'alphabétisation plutôt depuis le début des années 60, qu'aujourd'hui, pratiquement, on peut dire que c'est symbolique le nombre d'analphabètes dans ces pays-là. C'est vraiment des résidus de l'époque coloniale. Par contre, en matière de niveau intellectuel et technique, il reste encore des efforts à faire. Mais pour D'accord. certains pays qui ont des retards, vous savez, quand vous avez une vingtaine de millions d'habitants, en général avec des populations très jeunes, vous avez facilement 6-7 millions d'élèves. 6-7 millions d'élèves, quand vous avez un PIB de 4-5 milliards de dollars au lieu de 150 ou 200 milliards de dollars, vous vous attendez bien à ne pas avoir exactement les mêmes moyens d'apprentissage et le même système éducatif que ceux qui peuvent y mettre 10 ou 15 milliards de dollars. Là, il va falloir fixer les priorités. Moi, à mon avis, déjà, la priorité d'alphabétiser le maximum de gens avec le minimum de moyens pour certains pays est une priorité absolue. Il ne faudrait pas laisser de segments ignorants dans la société. Quand je dis ignorant, cela ne veut pas dire qu'être alphabétisé fait de vous automatiquement un génie ou un connaisseur, bien qu'on puisse être sage sans savoir écrire ou lire. Mais il faudrait quand même que chacun puisse discerner un minimum d'informations, qu'elles soient d'ordre technique ou pour ses besoins personnels, ne serait-ce que pour l'identification de sa personne et de ses besoins. Il faudrait que le maximum de population puisse y accéder en Afrique. Il y a certains pays où ce n'est pas vraiment encore le cas.
Et à ces pays-là, on ne peut pas demander quand même de faire en même temps un système éducatif qui prenne en charge le maximum de gens et en même temps un système éducatif performant qui puisse prendre en charge les élites. Moi, je serais peut-être partisan d'une solution de solidarité où les élites identifiées dès leur jeune âge dans ces écoles-là qui doivent faire je dirais, une formation empirique généralisée peuvent être prises en charge par d'autres pays africains. Ces jeunes ou ces enfants peuvent aller avec des bourses dans des pays voisins, continuer leur cursus avec des moyens autrement plus importants. D'accord, Comme nous envoyons des étudiants, des cadres dans des pays amis qui veulent bien les former aussi. d'accord. Bien. Alors, la seconde question, maintenant, d'un point de vue, disons, parlons des pays qui ont déjà une infrastructure assez importante, au moins pour prendre en charge les plus grands pans de la société. Mais il y a quand même, c'est un problème que vous avez déjà effleuré tout de suite là, c'est que la question de la qualité de l'enseignement et puis du niveau que les gens qui sortent des universités ont, que ce soit dans les sciences fondamentales ou dans les techniques. Mais il y a quand même des spécialistes qui parle d'une chose qui, à mon avis, est très importante. C'est sur les systèmes et les méthodes d'éducation héritées de la période coloniale, de l'enseignement des sciences et des technologies euh, dans les langues françaises ou anglaises et non pas dans les langues nationales autochtones. Comment voyez-vous la chose? Est-ce que réellement c'est ça le problème qui permet que, enfin, c'est pas qui permet, mais qui fait que les gens ou la jeune génération ont du mal justement à accrocher le train de la modernisation ou c'est quelque chose d'autre? Au fond, cela pose un problème et cela présente aussi une solution, l'usage des langues étrangères. Il est vrai qu'il est difficile d'appréhender des connaissances techniques et même des connaissances philosophiques dans une autre langue que celle usitée quotidiennement, ou même la langue de l'âme, ce qu'on peut appeler la langue du pays, Absolument. les langues autochtones. Mais en même temps, si on parle des domaines techniques, on peut dire que la plupart des langues utilisées en Afrique, l'arabe compris, ne, ne donne pas quand même un horizon sur des ouvrages de référence. La productivité technique n'ayant pas été extrêmement lourde ces 2 derniers siècles dans cette région, et je ne parle pas des langues africaines de pays qui ont plusieurs langues et qui en même temps ont le français ou l'anglais comme langue nationale, parce qu'il y a plusieurs langues, il serait difficile quand même d'introniser une de ces langues comme langue nationale, il serait difficile d'en faire toutes des langues nationales, surtout qu'elles n'ont pas atteint un degré d'assimilation scientifique ou technique qui leur permettent justement de prendre le pas sur des langues étrangères. Ici en Algérie, de toute façon, toutes les disciplines scientifiques, elles sont enseignées en arabe pratiquement jusqu'à l'université. Une Oui, fois arrivé à l'université, je ne sais pas par quelle alchimie, durant la fin des années 70, on a orienté toutes les sciences humaines, on les a arabisées, et on a laissé tout ce qui est sciences exactes enfin, et sciences expérimentales en langue française. Maintenant, on aspire à les étudier en anglais. Bon, à cette époque-là, quelqu'un a dû penser qu'il était plus difficile d'avoir des ouvrages de référence technique en arabe que d'avoir des ouvrages littéraires et je dirais peut-être même spirituels en arabe. Donc, tout ce qui est littéraire, nous l'avons arabisé. Alors, la logique aurait voulu qu'on fasse le tout à la fois, ou on garde au moins un certain bilinguisme, parce que bon, quand on fait de la littérature est universelle. Aujourd'hui, nous avons de très bons universitaires, très bons littéraires qui se sont projetés eux-mêmes dans l'universalité. Mais mhm. le schéma de formation n'est pas projeté dans cette universalité. Parce qu'il faudrait aussi être un petit peu cohérent. Là, tout C'est-à-dire que vous voulez dire que s'il y a même des gens qui se sont distingués, c'est par un effort personnel, surtout par un effort personnel, plus qu'un système qui offre déjà
les bases nécessaires pour décoller. Il faut être réaliste, c'est beaucoup plus par un effort personnel ou par un talent personnel quelconque que par la structuration du système de formation, particulièrement justement dans les filières des sciences humaines. Quand on arrive à la conclusion qu'on doit orienter les résidus du système scolaire général d'avant le bac, on doit les orienter vers certaines filières en fonction de leurs moyens, parce qu'elles sont basses. Là, c'est beaucoup plus une orientation forcée de la médiocrité vers la médiocrité qu'une orientation qui est faite en fonction d'un besoin. Ça veut dire qu'il y a une sorte de mépris pour ces filières. Et il est quand même anormal qu'on oriente des moyens de 10 au bac vers la filière droit. Alors que si vous allez chez les anglo-saxons, c'est une filière qui n'est accessible dans le passé le plus récent, elle n'était accessible qu'au Lord. C'était un truc de noblesse. Mhm. Maintenant, c'est accessible pratiquement à des intellectuels de première classe. Ce n'est pas le dernier de la classe qu'on envoie à arbitrer des conflits avec les gens. Et là, pratiquement, nous avons des filières clés qui fondent le destin des nations, qui fondent pratiquement la gestion des États, dans lesquels on envoie les gens comme une sorte de sanction pour mauvais résultats dans la filière d'enseignement général. Maintenant, si on va vers les filières techniques, dans les années 60, il y avait une meilleure politique chez les Africains qu'après les années 90. Dans les années 60, c'était les États qui planifiaient l'économie. À partir du moment où l'économie était à planification centralisée, donc les besoins dans toutes les filières et l'identification des gens aptes à aller vers une filière ou une autre se faisait plus facilement parce que cela s'inscrivait dans un plan global dans lequel on savait de quoi on avait besoin exactement en quantité et en qualité. Et on les orientait, on les envoyait se former dans les meilleures écoles pour pouvoir les utiliser dans le cadre d'un système déjà établi et dans le cadre d'objectifs déjà planifiés. À partir de la fin des années 80, tout cela est parti en Java avec l'effondrement du bloc communiste et l'emprise pratiquement occidentale sur le destin de la planète. Le libéralisme qui était censé théoriquement libérer les initiatives et les entreprises a été l'exact contraire. Le libéralisme a orienté pratiquement les États vers le lâchage de tout ce qu'ils avaient planifié post-indépendance pour essayer d'avancer économiquement, vers l'abandon de tous les plans et le passage vers une sorte de faux libéralisme de bazar qui est freiné et qui, lui, n'affiche pas ses besoins en termes de personnel qualifié, ni en Mhm. termes de formation, et encore moins ne permettent de planifier des filières précises. Donc, aucun État ne sait pourquoi il forme, par exemple, 200 ingénieurs en électronique et pas 350 et pas 50. On forme en fonction des capacités d'accueil des écoles. Donc, ces capacités d'accueil qui ont été initialement faites pratiquement proportionnalisées en fonction d'un plan, le plan il a disparu, nous avons gardé les mêmes proportions, mais nous n'avons plus le même marché. Donc, on se retrouve avec beaucoup de migration, beaucoup de chômage dans certaines filières pour lesquelles nous avons beaucoup de places de formation et avec des déficits en personnel qualifié pour 10 filières qui sont arrivées justement dans l'économie locale, mais qui n'ont pas trouvé de personnel et qui ne cherchent pas à le former. C'est pour ça qu'il y a ce gap. Il va falloir revenir à une planification centralisée des besoins et des moyens. D'accord. Bien. Alors, la question suivante, elle concerne enfin, les obstacles que n'importe quel chercheur peut constater en lisant un peu toutes les études qui sont faites sur le système éducatif et économique africain. Et parmi eux, les plus sérieux au progrès donc, de la science et de la technologie dans le continent, on compte la diminution continue de leur financement, chose que vous avez déjà évoquée, et puis la fuite des cerveaux, le départ des personnels qualifiés pour d'autres pays, notamment occidentaux, des niveaux d'alphabétisation aussi trop faibles et le manque, on le signale souvent, de femmes suivant une formation scientifique ou d'ingénierie, notamment en Afrique subsaharienne. Alors, comment expliquer cette situation?
est-ce que c'est dû uniquement à des politiques internes, enfin, je veux dire, est-ce que c'est dû uniquement à des raisons endogènes au pays, ou il y a une combinaison entre des raisons endogènes et exogènes, comme par exemple la question là de la libéralisation que vous avez évoquée et qui en fait mis KO toute la planification qui existait avant. Bon, en ce qui concerne l'élément féminin, je peux parler de l'Algérie. Il y a une prédominance nette de l'élément Oui, oui, féminin absolument. dans toutes les filières, y compris les filières littéraires. Donc, de ce côté-là, des femmes en Algérie, il leur sera difficile de se plaindre d'une quelconque ségrégation. Ce serait plutôt l'inverse qui pourrait surgir un jour. Donc, bon, pour d'autres pays, il est tout à fait normal que, vu le manque de moyens, vous parliez d'Afrique subsaharienne, déjà pour le déplacement des hommes, ce n'est pas évident avec les Absolument. moyens de transport, des réseaux routiers, l'éloignement des centres de formation, des universités. Puis il y a aussi le traditionnalisme africain. Il est difficile quand même pour beaucoup de foyers traditionnels africains d'envoyer leur filles comme ça dans un autre pays ou dans un autre département pour des mois. Ça pose un problème. Il y a des archaïsmes et des traditions locales. Il y a le manque de moyens que les États peuvent offrir justement pour des formations rapprochées, mais il y a aussi le manque de besoins des marchés locaux en matière de main-d'œuvre qualifiée. Parce que quand vous me parlez de recherche-développement ou de cadre, il Mhm. faudrait quand même qu'il y ait un marché porteur localement qui puisse non seulement leur offrir un emploi, mais aussi des revenus qui pourraient éventuellement être cohérents avec leur supposé statut dans la société. Mhm. Mais maintenant, si vous formez des ingénieurs et que vous en formez 100 et vous n'en avez besoin que de 20, et il y en a 80 qui sont en train de demander l'aumône aux marchands de beignets du coin, donc forcément, ou c'est une immigration forcée, si vous ne pouvez pas leur offrir l'emploi. À la limite, moi, personnellement, je ne suis pas contre le phénomène à tout point de vue. Quand vous ne pouvez pas, quand un marché ne peut pas fournir des emplois décents, bien rémunérés et exploiter réellement les compétences des enfants d'un pays, il serait peut-être plus profitable, même pour ce pays, que le reste de l'humanité en profite. Parce que là, déjà, vous évitez leurs charges, vous évitez leurs récriminations, et éventuellement, s'ils ont un petit revenu, vous vous débarrassez des problèmes posés par leurs familles les plus proches. Et s'ils inventent quelque chose, vous prendrez quand même une part de prestige, ne serait-ce qu'une Mhm. petite part, même s'ils sont opposants quelque part. Donc, le problème ne se pose pas. Moi, je ne suis pas dogmatique. L'idéal serait justement de former selon ses besoins et d'employer selon ses disponibilités. Mais à défaut, parce que là, nous sommes en train de parler des situations héritées de 60 ans après la décolonisation et sur les 60 ans, on peut parler de 30 ans d'errement. Errement au sens propre du terme, des États, des populations. Nous avons été baladés dans tous les sens justement par l'économie libérale, mais pour laquelle nous n'étions à la limite que des fournisseurs de matières premières et au maximum, au grand maximum, peut-être des fournisseurs justement de cerveaux égarés qui n'ont pas trouvé leur place chez eux et aussi même fournisseurs de main-d'œuvre qualifiée, pourquoi pas. Euh, aujourd'hui, nous avons hérité d'une situation. Et on ne peut pas raisonner quand on hérite d'une situation piégée comme on raisonne quand on parle d'un terrain vierge. Les leaders africains des années 60 avaient le jeu beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Parce qu'ils n'avaient pas pris la mauvaise piste, ils n'étaient pas obligés de revenir sur de mauvaises approches. Tout était vierge. Donc, D'accord. fallait démarrer de zéro. Puis à l'époque, il y avait la lutte des blocs idéologiques. Donc, il y avait le bloc de l'Est qui offrait beaucoup d'avantages, beaucoup d'aide, beaucoup d'assistance aux pays nouvellement indépendants pour essayer de faire émerger des élites sociales, des élites économiques et aussi des économies qui tiennent la route. Mais à cette époque-là, quand on avait un petit plan qui tenait la route, on avait même les gens qui nous aidaient à le mettre. C'était le cas d'Algérie à l'époque, qui n'avait pas beaucoup d'argent, mais qui avait et le plan, et les alliés, et les partenaires pour le mettre en place. Mais après les 30 ans des années 80, 90 pratiquement jusqu'à aujourd'hui, nous avons un constat à faire.
Et ce constat, il est plus lourd qu'au départ. Et beaucoup plus lourd quand vous avez des centaines de milliers de cadres formés dans des filières où personne ne peut leur donner un boulot à part l'État. Mhm. Ils ne sont même pas exportables en État. Parce qu'aucun autre pays ne peut les utiliser dans quoi que ce soit. Et que le système capitaliste, dans le cadre, par exemple, de l'économie privatisée, je ne connais pas beaucoup de privés qui vont prendre des philosophes, des psychosociologues, il y a même des théologues par milliers. Si vous voulez en faire dans une économie de productivité, quand on compare, tout à l'heure, vous aviez comparé les budgets de recherche-développement en Afrique avec le reste du monde, enfin, le monde surtout occidental et capitaliste. Mais ce monde-là ne fait pas de la recherche-développement pour faire avancer l'humanité. Il fait beaucoup plus de recherche appliquée que de recherche fondamentale. Il est vrai qu'il y a de grandes universités qui font avancer la recherche fondamentale, mais le gros des budgets, c'est les grosses entreprises qui payent leurs chercheurs à des sommes faramineuses, justement pour avoir un monopole sur la recherche appliquée, sur les brevets, sur les nouveaux procédés, les nouvelles technologies développées par eux et pour eux. Mais en Afrique, comment diable voulez-vous que tous les pays africains dans le PIB réuni ne fait pas celui je sais pas, d'un État européen qui tient la route? Il faut être sérieux. Pratiquement toute l'Afrique représente à peu près l'Allemagne, un peu plus que l'Allemagne en matière de PIB. Pourquoi diable voulez-vous que les Africains, parce qu'ils sont 2 milliards, ils vont fournir à la planète autant de brevets que d'individus qui y sont? Il faudrait voir déjà les moyens financiers, il faudrait voir le tissu industriel, il faudrait voir aussi la variété d'industriels que nous avons. Moi, je parle de l'Algérie, dans mon pays, où j'ai eu à exercer justement dans le secteur. Il n'y a pas beaucoup d'industriels qui font réellement de la recherche et développement. Il n'y en a même pas beaucoup qu'on peut appeler des industriels au sens universel du terme. Nous avons abandonné notre industrie planifiée des années 60-70 qui permettait, elle, justement, d'évoluer par paliers, par recherche fondamentale et appliquée. Et nous sommes passés vers une industrie débridée où chacun fait tout, mais sans avoir vraiment besoin de faire évoluer les choses ou de faire évoluer la recherche. Pourquoi diable voulez-vous que quelqu'un qui achète même, je ne dirais pas un roulement, qui achète même un vulgaire axe qu'il peut tourner ici, qu'il importe, il va employer des gens à lui améliorer son produit ou à améliorer même les équipements avec lesquels il produit? Nous n'avons pas vraiment cette culture. Et ça, je D'accord, parle de l'Afrique. Maintenant, pour le reste de l'Afrique, pour certains pays, c'est encore pire. d'accord. Alors, la dernière question de cette première partie de l'entretien, la qualité de l'enseignement dans les domaines de la science et de l'ingénierie est également en baisse, et en partie à cause du manque d'infrastructures telles que les laboratoires et centres technologiques modernes et d'investissement aussi dans la recherche et le développement. Bien, alors vous venez de l'expliquer un peu, mais comment expliquez-vous euh, cette situation aussi sur le plan pédagogique et infrastructurel? Bon, en matière d'infrastructure, la logique voudrait que, comme je l'ai dit, que la recherche se départage en deux secteurs. Un secteur qui a une vocation de recherche fondamentale, de recherche scientifique, pris en charge par les États, mais aussi un secteur qui a pour vocation de mettre à la disposition des producteurs, des industriels, des produits d'une recherche appliquée immédiate. Là, c'est là que tout le problème se pose. Celui-là, normalement, si vous allez en Occident, il représente 80% de la recherche actuelle. Ce que les entreprises dépensent pour la recherche et développement dépasse de très loin ce que les États dépensent pour la recherche fondamentale. C'est les gros laboratoires, par exemple, qui font avancer la recherche médicale, même si des fois, ils la dévoient dans le sens de leurs intérêts. On l'a vu avec l'épidémie du corona. Pratiquement, même des scientifiques ont été dévoyés pour essayer de vendre un vaccin au détriment d'un autre. Et tout ça, si on prend, il y a beaucoup de budgets qui sont utilisés beaucoup plus à titre de marketing financier pour un produit qu'au titre de la recherche scientifique.
Un chercheur n'est pas toujours un chercheur. Quand vous me ramenez quelqu'un qui est bardé de diplômes et qui peut me convaincre que telle molécule est meilleure que telle molécule, ça reste à vérifier. Mais tout cet argent-là fait tourner justement la spirale de l'investissement. On continue, parce qu'il y a cette maladie de la croissance, il y a ce problème-là aussi où le monde veut toujours faire de la croissance, mais une croissance calculée financièrement. Alors que, comme le disait le défunt compatriote Pierre Rabhi, il avait dit un jour que cette fameuse croissance était une soustraction. Dans les faits, on fait de la croissance en chiffres, mais on fait de la soustraction en ressources, y compris Ouais, ouais. humaines. Et donc, si les Africains maintenant veulent coller à ces ratios-là, ça veut dire qu'ils vont devoir suivre cette logique-là. Et cette logique-là, pour moi, elle est fausse. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre le chemin inverse de cette logique. Mais comme je disais tout à l'heure, il fallait que chacun déjà essaie de calculer ses besoins en recherche en fonction, un, de ses besoins immédiats. Je vois très très mal quelqu'un qui achète le brevet d'une pompe à eau et qui essaie de former des gens en énergie nucléaire. Ça ne tient pas la route. Il faudrait Absolument. déjà voilà, il y a des formes de recherche, il y a même des brevets qui sont tombés en discontinuité qu'on peut reprendre et qu'on peut améliorer, rebreveter pour nous autres, en fonction de nos besoins. Donc, les puissances n'étant pas égales, il y a certains mastodontes africains, je dirais l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Algérie, l'Égypte, éventuellement quelques autres voisins, qui peuvent faire justement servir de locomotive au reste des pays africains. Mais maintenant, il faudrait déjà qu'eux s'entendent entre eux sur les priorités, même s'ils ont globalement à peu près les mêmes besoins et les mêmes priorités en matière de recherche, parce que nous avons les mêmes aspirations. Mais D'accord. les autres pays africains, il faudrait qu'ils identifient eux-mêmes leurs priorités pour qu'on puisse s'entraider justement dans le cadre de ces priorités qui ne peuvent pas être les mêmes. Un pays qui a un PIB de 200 milliards de dollars n'a pas les mêmes priorités qu'un pays qui a un PIB de 4 milliards de dollars. Il est clair que pour atteindre un niveau de formation en sciences et en technologie suffisant en quantité et en qualité pour accompagner le développement du continent, des réformes profondes sont nécessaires, aussi bien dans les domaines économiques et industriels qu'universitaires et éducatifs. Alors, à votre avis, comment devrait s'articuler une telle politique de réforme dans la formation, la science et la technologie? Donc, je dirais qu'il faudrait déjà commencer, comme ont commencé les pères fondateurs, par la réforme du système éducatif, par la construction déjà d'un système éducatif qui corresponde à une logique donnée et à un plan donné. Nous voulons faire quoi au juste? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait alphabétiser le maximum de personnes. Ça, c'est un strict minimum. Euh, Deuxièmement, il faudrait quand même au niveau de l'enseignement général, particulièrement dans les premières années de l'enseignement, essayer d'éviter de faire un melting pot entre toutes les capacités intellectuelles des jeunes garçons. Je sais que ça ne va pas vraiment plaire à beaucoup quand je dis que quand on arrive à ressentir l'existence d'une élite parmi les jeunes, les petits élèves, il faudrait les mettre dans des écoles spécialisées pour essayer justement de laisser les profs s'occuper du reste, de ceux qui sont tout juste moyens ou ceux qui doivent juste être alphabétisés. Ça ne plaît pas beaucoup, même en Algérie, mais c'est une réalité, c'est un fait. Donc, je disais que nous avons, dès le départ, des fois fait des erreurs monumentales. Au départ, il fallait justement essayer d'alphabétiser le maximum de gens, mais entre alphabétiser et sélectionner les futures élites, il y a une sacrée différence. Nous ne pouvons pas en même temps faire de l'alphabétisation générale basique et en même temps maintenir ceux qui pourraient éventuellement être des élites de demain dans le même système scolaire et, pratiquement, et leur donner les mêmes moyens qu'aux autres. Et il faudrait quand même être réaliste. Et il faudrait retirer ceux qui affichent de très bons moyens dès le départ, ceux qui affichent une aptitude à être des élites futures, les retirer, les mettre dans des écoles où, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et on mettrait à leur disposition les meilleurs cadres.
les meilleurs formateurs possibles. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Le problème des Africains, c'est que nous avons nos traditions qui sont toujours tribales. Elles sont bonnes dans l'absolu comme sentiment, mais elles sont très, très mauvaises dans la réalité pour affronter un monde où il n'y a pas de place pour ce que les anglophones appellent des losers. Chez eux, il n'y a pas de place pour ceux qui tombent du train. Nous n'allons pas écraser ceux qui tombent du train, mais nous avons arrêté le train pendant, je ne sais pas, des décennies pour attendre ceux qui ne monteront jamais. Donc, pour ce qui est du système éducatif, je l'ai dit, un Africain n'est pas forcément plus attardé que d'autres, et si ça se trouve, beaucoup sont plus intelligents que leurs congénères d'autres continents, mais quand on fait un mélange des genres dans lequel on oblige les premiers à attendre les derniers, et on n'arrive pas à savoir au juste, justement, au niveau du système éducatif, quel est le but de cette éducation. Si on se limite dans certains pays juste à apprendre aux gens à lire leur nom et à lire certains renseignements utiles, ou bien à sélectionner ceux qui serviront justement de locomotive à l'économie et à la pensée de demain. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas que les disciplines scientifiques qui boostent les économies des pays. J'ai dit qu'un système de la réussite, c'est un tout. Même les philosophes d'un pays, même les sociologues d'un pays, je dirais même les artistes d'un pays. Absolument. Tout ce qui peut faire augmenter les capacités créatives, l'imagination. Ça participe même à l'économie du pays. Absolument. Vous allez prendre certains pays européens aujourd'hui, vous allez en Italie, vous allez en France, le PIB des services non marchands, enfin, des services touristiques par exemple, il est fait beaucoup plus par les maîtres peintres classiques, par pratiquement toute la production artistique de ces pays, depuis l'Antiquité jusqu'à ce jour, que par l'usine Fiat, par exemple, en Italie. Fiat a failli disparaître, le Colisée ne disparaîtra pas de sitôt. Mais Mhm. en dehors du Colisée, ils ont quand même jusqu'à aujourd'hui, ils ont une production, il y a un foisonnement intellectuel. Donc, un État, c'est un tout. Il doit veiller sur tout ça. Il est vrai qu'un développement industriel est nécessaire, un développement technologique est nécessaire, mais ce développement technologique doit être planifié justement avec des objectifs dans le temps. Il ne faut pas que ces objectifs aussi soient exagérés ou relèvent du domaine de la chimère. Il faudrait quand même être réaliste. Nous avons justement accumulé beaucoup de retard parce qu'à un moment donné, nous avons mis beaucoup de charrues avant les bœufs et nous avons essayé de devancer la musique. Aujourd'hui, il faudrait justement faire un état des lieux. Et l'état des lieux, moi je l'ai fait, du moins en ce qui concerne l'Algérie, il n'est pas brillant. Nous avons beaucoup de filières où, je l'ai dit, nous sommes en excédent. Nous avons beaucoup de filières où nous sommes en déficit, mais où nous ne pouvons pas prendre réellement en charge nos cadres en fonction de ce qu'ils ont fourni comme effort scientifique, comme effort intellectuel pour arriver justement à leur position. Par exemple, pour les médecins, tout le monde dit que l'Algérie est l'un des pays qui fournit l'hexagone en médecins. Nous avons des pertes énormes. Et bon, ils ne sont pas en train de nous les piquer la nuit. Mais nous ne pouvons pas aussi décemment dire à un médecin qu'il doit se sacrifier toute sa vie pour 400 euros, il le fera. Il l'en fait pour moins que ça. Il l'en fait pour des clopinettes durant les années 60. Mais aucun médecin ne se sacrifiera quand il verrait que l'analphabète du quartier ne se contente pas de 400 000 euros. Donc il y a aussi un système de valeurs qui s'est renversé. On ne peut pas Absolument. demander On ne peut pas demander aux meilleurs d'être meilleurs qu'ils ne sont, alors qu'on n'a pas demandé aux pires d'arrêter d'être pires qu'ils ne le sont. Donc, dans la société, il y a des équilibres à faire. Et c'est là que, justement, entre les sciences humaines, c'est là qu'entre un système de justice sociale, un système de justice tout court équilibré, une pensée sociale positiviste, une pensée qui admire les élites. Avant, en Afrique, justement, pour revenir à l'intégralité de l'Afrique, les élites et les érudits faisaient l'objet de l'admiration villageoise, de l'admiration tribale, nationale. Vénérés même, ils étaient même vénérés par les gens. Et
et quelle que soit la forme de discipline dans laquelle ils étaient censés exceller. Ça allait des sciences religieuses jusqu'au, je dirais même au chamanisme ou au paganisme local. Mais toujours est-il qu'il était censé avoir une connaissance que les autres n'avaient pas. Aujourd'hui, pratiquement, l'intellectuel, enfin celui qui a une compétence quelconque, s'il n'est pas méprisé, il est ciblé, beaucoup plus qu'il n'est adulé ou qu'il n'est utilisé à sa véritable valeur. Là déjà, il va falloir rééquilibrer un petit peu la balance et remettre les sociétés dans les véritables valeurs. Et les seules valeurs qui existent, c'est celle de l'effort rétribué à sa juste valeur. En Occident, aussi prédateur qu'ils sont, mais chez eux, un chercheur, il est payé. Il n'est pas payé pour ses beaux yeux, il est payé pour le service qu'il offre. Et donc, pratiquement, si on arrive grâce à un chercheur quelconque à multiplier son chiffre d'affaires par 3, si on lui cède 1 ou 2% de ce chiffre d'affaires quand il est faramineux, c'est 3 fois rien. Mais ça permet, grâce justement à ce foisonnement technique et intellectuel, de financer cette fameuse recherche-développement. Le chercheur s'en sort, les équipements s'améliorent, pratiquement la recherche moderne, ce n'est pas des inventions. On n'est pas au 19e siècle, au 18e siècle, où les gens ils inventaient presque du néant sur la base d'une physique fondamentale. Aujourd'hui, c'est des améliorations de procédés déjà connus. Mais c'est des améliorations qui vont à une vitesse que maintenant l'humain ne peut plus suivre. On est passé à l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas précis, des chercheurs, aussi pointus soient-ils, aussi bien formés soient-ils, s'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas considérés comme l'élite de la société, ça n'ira pas très loin. Et c'est une des tâches justement de l'Afrique de ne pas donner justement à ces élites, quelle que soit la nature de ces élites, la place qui leur revient dans la société. Et en suivant un faux libéralisme, aujourd'hui, quelqu'un qui s'est enrichi par n'importe quel moyen, y compris des plus délictueux, et il a une place dans la société qui est beaucoup plus, enfin du moins en temps réel, qui est beaucoup plus importante que celle de l'intellectuel qui ne peut rien offrir. Surtout qu'il n'y a, a même pas d'infrastructure pour qu'il puisse offrir quelque chose d'utile aux siens. D'accord. Bien. Alors, pour continuer de ce que vous venez de développer, quels sont, parce que, évidemment, vous avez tout à fait raison de le dire, que avant d'entamer une réforme de l'enseignement ou des sciences ou de la technologie et tout, il faut quand même avoir une idée de quel pays on veut avoir, de quelle économie on veut avoir, quels sont, quelle est la vision qu'on veut. Et à partir de là, on sait dans quel secteur de la formation ou de la recherche, il faut investir, il faut ramener des formateurs, il faut former aussi. Alors, c'est dans ce sens que je vous pose cette question. À votre avis, quels sont les secteurs? Prenons l'exemple de l'Algérie, le pays que vous connaissez très bien, ou le Maghreb. Quels sont les secteurs économiques et industriels qui devraient servir de levier pour tirer l'ensemble de la recherche et développement dans les pays africains, enfin en Algérie en l'occurrence, ou le Maghreb, sur lesquels les États devraient miser en premier lieu? Moi, j'avais misé personnellement sur les mêmes secteurs qu'on avait entamés dans les années 60-70 et qu'on avait abandonnés en cours de route. J'avais misé sur le secteur minier, sur la sidérurgie, la pétrochimie, l'électronique, pratiquement les industries mécaniques. C'était ça qu'on avait délaissé, dans lequel on avait franchi beaucoup de chemin et on était arrivé à un savoir-faire et même à une intégration nationale et locale qui était très importante avant de faire marche arrière. Mais alors la machine arrière, toute, à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et c'est là justement que les universités peuvent suivre et même les écoles de formation, qu'elles soient nationales ou étrangères, peuvent suivre. Quand vous avez une planification industrielle qui tient la route et que vous savez, avec un planning de temps bien précis, quels sont vos objectifs, même quand vous envoyez des gens en formation, vous formez assez pour vos besoins et pas trop.
en fonction de ses besoins. Donc, vous pouvez dimensionner justement vos besoins en formation et perfectionnement des cadres en fonction de la disponibilité d'investissement qui ont besoin justement de ces cadres, mais qui sont aptes à leur fournir la situation qu'ils méritent. Mais maintenant, Mhm. si vous avez des investissements dans lesquels vous n'avez pas le personnel qualifié et vous vous retrouvez en train d'importer des fois des charlatans au nom d'un savoir-faire douteux, c'est ce qui est le cas aujourd'hui, ou vous n'avez pas, vous avez des gens que vous avez très bien formés dans des domaines bien pointus et que vous avez abandonnés entre-temps, donc vous n'avez plus d'investissements locaux et nationaux qui peuvent les prendre en charge. Et là, ils sont bien obligés de changer de métier ou de partir ailleurs exercer leur talent. C'est ce défaut de planification et c'est justement cette dispersion dans toutes sortes d'industries, je dirais, de transformation, de conditionnement, en nom. Parce qu'à un moment donné, on avait une mode ici, et elle était valable dans tous les pays africains, de dire que le tissu de PMI, PME devait être étoffé en quantité. À l'époque, j'entendais même des gens dire qu'il fallait, en Algérie, qu'il nous fallait 1 million de PMI, PME. Ils avaient pris ça en proportion avec le nombre de PMI, PME en France. Parce que certains utilisent la France comme une sorte de repère quasi divin. Il n'aurait même pas venu à l'idée qu'en France, même un médecin qui s'installe dans un cabinet, il est inscrit à la registre des PMI. Donc, c'est une petite et moyenne entreprise. Il était inscrit, toutes les personnes morales Actuellement, sont. même ceux qui deviennent des chauffeurs Uber, ils sont déclarés comme des entreprises. Moi, à l'époque, moi, je leur avais posé la question. Je leur dis, si vous nous faites 1,5 million de PMI, PME, comme au même titre que les Chouhada, je dis, bon, c'est pas un problème. On était à l'époque 36 millions. Je leur ai dit, bon, on divise, on va se retrouver avec une PMI pour 20 Algériens. Donc, chaque famille, sa petite PMI, parce que les familles élargies en Algérie, c'est une vingtaine de personnes. Et là, tout le monde va travailler chez lui. Et personne ne travaille chez personne. Mais c'est idiot. On a pratiquement déstructuré toutes nos planifications industrielles qui devaient se baser justement sur de grosses industries. Et c'est elles qui permettent de financer et de concrètement organiser une véritable recherche appliquée pour se disperser dans de petites sociétés qui n'ont ni les moyens, ni la vocation, ni encore moins l'ambition de faire de la recherche en quoi que ce soit. Quelqu'un qui mélange du lait pour faire du yaourt, pourquoi diable il va faire un laboratoire à part celui sanitaire à la limite qui est pour éviter d'aller en prison pour intoxication? Qu'est-ce qu'il va bien inventer de spécial dans un yaourt? Quelqu'un qui fabrique de la brique et qui n'a même pas essayé justement de faire des analyses sur les matériaux locaux pour inventer un autre matériau. Pourquoi il va se casser la tête? Nous avions de gigantesques entreprises qui avaient les moyens, de savoir-faire, des finances et le soutien de l'État pour que chacune fasse avancer justement la technologie dans son domaine de prédilection. On les a fragmentés, on s'est retrouvé avec des centaines de petites entités sans avenir qui n'ont strictement aucun plan ni de formation, ni même pas d'emploi. Même le plan d'emploi, ils n'en ont pas besoin. La plupart, ils font de la manutention. S'ils arrivent à former un conducteur chariot élévateur pour transporter les trucs qu'ils importent ou qu'ils conditionnent, c'est déjà suffisant. Donc, la tare n'était pas au niveau des universités. Nos universités, je les ai vues, elles forment jusqu'à présent des cadres de qualité. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Même si Mhm. elles sont submergées par le nombre, même s'il y a beaucoup de déperditions en cours de route, mais elles arrivent, bon an, mal an, elles arrivent à former, même dans les technologies nouvelles. Nos informaticiens, moi j'ai eu à constater parmi les petits jeunes là, qui sortent de Bebzoua et même d'autres universités algériennes, de petits génies. Et quand je dis petits génies, pas dans le bricolage ou la petite programmation, ils sont même dans les automates, dans les applications pratiques pour l'industrie. Mhm. Mais on va les envoyer où? Les envoyer chez qui? Chez quelqu'un qui prétend faire une industrie alors qu'il ne fait pratiquement, il fait du bricolage. On va les envoyer chez ces centaines de petites entreprises qui végètent parce qu'elles n'ont pas un plan d'ensemble. Donc, il faudrait revenir déjà à un plan d'ensemble, un schéma industriel d'ensemble pour trouver de la place à ces jeunes-là. Et maintenant, à défaut de pouvoir les caser dans l'immédiat,
Et moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils aillent exercer leur talent là où ils seront utiles en attendant que justement on puisse les rappeler. Et peut-être même en exerçant leur talent ailleurs, ils vont acquérir d'autres talents qu'on ne peut pas Mhm. leur offrir. Parce que quand quelqu'un sort frais de l'université, il lui faut de la pratique. Alors s'il est génial, il ne faut pas le déconnecter. Si nous pouvons le connecter sur quelque chose de concret immédiatement, sur une activité concrète et rentable avec laquelle il pourra s'épanouir professionnellement, mais aussi matériellement, c'est tant mieux. Mais s'il ne peut pas s'épanouir et qu'il existe un pays quelconque qui trouve de l'intérêt justement à utiliser ses compétences, moi franchement, je ne vois pas d'inconvénient. À la limite, même si on pouvait revenir au schéma des années 60, où les gens, au lieu d'aller migrer de manière individuelle et clandestine, on puisse faire des conventions dans lesquelles des États africains pourraient tirer ne serait-ce qu'un petit profit financier de leur cadre expatrié et des sociétés qui les emploient. Moi, au début des années 2000, j'ai vu l'exemple cubain. Ben, Cuba avait formé beaucoup de marins. Eh ben, des marins qualifiés, de qualité. Ce pas des petits marins, ce n'est pas de la main-d'œuvre de mauvaise qualité. C'est des ingénieurs mécaniciens, des capitaines. Eh ben, à les louer moyennant un partage des salaires entre eux et l'État cubain. D'accord. Moi, il m'est arrivé. Moi, j'ai recruté des Cubains chez des sociétés capitalistes. Et c'est l'État cubain qui percevait le salaire et partageait avec eux à Cuba. Eh ben, il ne savait pas comment faire. Il avait 10 fois plus de capitaines que de bateaux. Eh ben, ils ne vont pas sortir en mer avec des D'accord. bouées. Il a D'accord. trouvé un moyen. C'est intelligent quand même, les Africains pourraient faire ça. Alors, il y a une autre question qui me semble très importante et c'est la question de la nécessité de vulgariser les connaissances scientifiques et technologiques dans le but de créer une culture du savoir, justement, et à même d'accompagner toute la société vers le changement et le développement en faisant jouer, dans ce cas-là, massivement les techniques de l'information et des communications. Alors, comment arriver justement à cette culture? Parce que je crois que tous les problèmes que vous avez soulevés tout à l'heure, d'une manière ou d'une autre, ont un lien avec celle-ci pour faire en sorte que ces connaissances deviennent celles des couches populaires et donc se diffuser dans toute la société, y compris dans les circuits industriels ou agricoles. Je crois qu'en ce sens, l'effort ne sera pas celui des États, il a déjà été entamé par les sociétés. Il ne faut pas oublier que les sociétés africaines, comme toutes les sociétés juvéniles, se sont rajeunies. Les 20 dernières années, nous avons maintenant une génération qui est née avec le net, avec la possibilité justement d'accéder à toutes sortes de connaissances sans consulter personne, sans solliciter personne, grâce justement à l'Internet. Donc aujourd'hui, je rencontre beaucoup de jeunes pour qui les petites technologies ou même les procédés qui soient industriels ou techniques ne sont pas vraiment un secret, même s'ils n'ont pas justement ce niveau universitaire, même s'ils n'ont pas fait un cursus pointu. Aujourd'hui, moi, je vois des plombiers qui changent leur technique chaque jour que Dieu fait sur Internet. Et toutes sortes de mécaniciens, ils apprennent à utiliser des technologies nouvelles. Et cette idée, justement, que la science est le soutien et le support du développement des nations, elle s'ancre petit à petit dans les sociétés. Je crois même que c'est les États qui sont plus ou moins à la traîne ou réfractaires à cette idée-là. Parce que moi, j'ai mes enfants qui sont pas très âgés, qui ne sont pas très jeunes aussi. J'ai un gosse de 20 ans, un autre de 14 ans. Ils sont très pointus. Moi, franchement, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts. Hein. Je ne leur ai ni conseillé un apprentissage quelconque, qui est encore moins surveillé. Mais ils sont allés tout droit chercher ce qui les intéressait. Bon, Mhm, maintenant, pour ce qui est des déperditions, il y en a dans toutes les sociétés, parce que des fois, nous, les Africains, nous avons tendance à vouloir être parfaits. Nul n'est parfait.
aux États-Unis ou dans les grandes sociétés développées, tout le monde n'est pas porté sur la technologie, et encore moins la science. Beaucoup même ont été dévoyés, même en termes de morale personnelle et publique. Ils sont pratiquement dans une errance intellectuelle. Mais bon, ce n'est pas tout le monde. Toute société a ses laissés pour compte, des fois volontaires de l'évolution. Mais le gros des sociétés, vous allez dans un pays du Sahel, vous allez trouver que quelqu'un qui a un téléphone portable, il peut l'utiliser mal ou bien, mais ici l'utiliser pour des applications bien précises, y compris des applications financières, des trucs en bourse, même des applications techniques. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont cette capacité et ces moyens surtout d'accès à la connaissance universelle. Ils sont jeunes, ils ont aussi des neurones qui sont toutes fraîches, donc ils avancent à une vitesse très rapide. Je vois très très mal les États et surtout les systèmes médiatiques locaux essayer de vendre aux gens, de convaincre les gens que la science et la technologie sont pratiquement la clé de leur avenir. Tout simplement parce que quand on se sent obligé de vendre aux gens une évidence, c'est que ces gens-là, ils sont loin de l'évidence. Donc, quelque part, c'est une sorte de mépris pour leur intelligence. Et que je ne peux pas aller dire à quelqu'un dans la rue, voilà, sans science, on est cuit. Il le sait, même celui qui n'a strictement aucune science. Mhm. Maintenant, il faudrait quand même apprendre peut-être aux gens à ne parler que de ce qu'ils maîtrisent. Parce que le problème, je ne parle pas du reste de l'Afrique, mais en Afrique du Nord, on a tendance, quand on a acquis 1% de connaissances dans un domaine, à aller se chamailler et polémiquer avec celui qui a travaillé pendant 50 ans. Alors, comme dirait Flag, il y a 50, 40 millions de mécaniciens. Mhm. Et quand il y a un mécanicien, de footballeurs, de physiciens, ça la fout mal. Parce que là, ça devient une cacophonie scientifique. Mais toujours est-il que pour ce qui est d'ancrer l'esprit scientifique dans les âmes des jeunes Africains, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de faire une révolution en ce sens. La révolution, elle s'est faite sans nous. Et je crois même, parfois, certains considèrent qu'elle s'est faite contre eux. Mhm. Donc, les jeunes, ils ont pris le train, c'est pas plus nécessaire. D'accord. Alors, dans la même optique de ce que vous venez de développer, des pays comme la Chine, la Russie, ont eu dans leur histoire à faire face à des situations pareilles, même si ils ont commencé à s'émanciper et à développer la science et la technologie depuis des siècles. Mais il me semble qu'il y a quand même, ils ont une très grande expérience à faire partager avec des pays africains. Il y a aussi des partenariats qui pourraient se nouer avec l'Iran, le Brésil, la Turquie. Ce sont tous des pays qui ont un certain niveau de science et de technologie. Comment voyez-vous cette question-là et dans quel domaine faudrait-il commencer et comment il faut justement jouer sur ces partenariats pour tirer un peu l'Afrique vers le haut? Bon, maintenant, il y a deux formes de partenariat. Si on parle de partenariat à vocation scientifique, ça, c'est le travail des gouvernements. Et dans un passé récent, on peut dire que la Chine surtout et la Russie ont été des plateformes de formation pour des réservoirs de cadres africains, euh, particulièrement pour l'Algérie, par exemple. Pour ce qui est de l'Égypte aussi, les Occidentaux aussi, dans le passé, dans les années Ouais, ouais. 60-70, on met beaucoup de cadres de qualité pour les pays émergents de l'époque, les pays en voie de développement, qu'on les appelait à l'époque, hein, pas sous-développés. Mais aujourd'hui, maintenant, si on doit parler justement d'évolution scientifique et technologique, les États africains pourraient s'appuyer justement sur des conventions avec surtout ces deux pays-là. Mhm. Parce qu'avec cette nouvelle variante de capitalisme, personne en Occident ne veut vraiment former des cadres de qualité pour que puissent émerger des économies concurrentes. On ne peut pas du jour au lendemain transformer un client captif en fournisseur potentiel Mhm. en concurrent. La Chine a vocation, de toute façon, hein.
à exporter tout et à tout le monde, mais elle sait que elle doit permettre des économies prospères dans les pays où elles ne sont pas encore nées, justement pour avoir de nouveaux marchés. Pas des nouveaux marchés en pillant les gens, mais des nouveaux marchés justement en créant des capacités. Des capacités parce que de nouvelles conditions économiques créent de nouveaux besoins créent aussi un nouveau marché, de nouveaux moyens pour induire une certaine évolution économique dans ces pays. La Russie, ça a toujours été pratiquement une plateforme de formation, même quand il n'y avait pas de vocation ou je dirais de planification économique derrière, y Mhm. compris après la disparition de l'Union soviétique. Bon, la formation, elle se faisait d'État à État pour former. Jusqu'à présent, il y a des bourses à Saint-Pétersbourg pour les étudiants africains. Ouais, Pratiquement, ouais. il n'y a pas eu d'investissement après, il n'y a pas eu, disons, d'objectifs précis dans ces formations. Il s'agissait de former des Africains et c'est tout, on ne parle plus. Mais maintenant, des partenariats, bien sûr, avec les entreprises chinoises et russes, et même brésiliennes aussi, pourquoi pas, sud-africaines ou indiennes, disons, dans le cadre des BRICS, des partenariats peuvent faire émerger de meilleures chances de développement qu'avec des entreprises, comme je le disais, occidentales, qui jusqu'à présent, ça fait quand même 25 ans. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un procès d'intention. Ça fait 25 ans qu'on leur a donné une chance justement de tenir leur promesse de faire émerger une économie en Afrique, que je crois que nous avons débouché sur l'exact contraire. Là où elles ont initié un partenariat, c'était pour empêcher toute autre partie justement de réussir un Mhm. décollage économique en Afrique. Donc, ils ont décidé, je ne sais pas pour quel motif, que nous devions rester dans un statut précis jusqu'à un nouvel ordre, jusqu'à ce qu'ils aient un autre plan pour nous. Donc, il faudrait oublier cette filière-là pour pouvoir évoluer. Il va falloir passer de l'autre côté et avec armes et bagages et se souvenir de nos anciens alliés qu'on a abandonnés, qui nous ont abandonnés aussi quelque part. Pendant les 30 dernières années, on s'est Ouais, ouais. abandonné mutuellement. Chacun avait ses problèmes et chacun avait ses propres errements. Et maintenant, il va falloir revenir là-dessus. Quant à ce qui est de la recherche appliquée, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne peut fonctionner qu'avec des entreprises. Il faut des capitaux et il faut des objectifs. Et les seuls capables d'avoir des objectifs précis en matière de recherche et développement, c'est des entreprises qui ont des besoins en la matière. Et il faut de grosses entreprises. Et ces grosses entreprises-là, justement, les partenariats doivent se faire avec les pays qui nous ont devancés en matière de recherche-développement et qui nous ont devancés en matière de développement technologique. Et par exemple, je regrette de le dire pour l'Algérie, c'est malheureux de le constater, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de partenariat avec des pays qui, en 1978, ne nous dépassaient pas. Ils étaient derrière en matière de recherche dans toutes les disciplines possibles et imaginables, y Ouais. compris en recherche fondamentale. Et qu'on se retrouve avec 40 ans plus tard à espérer éventuellement un coup de main de leur part pour avancer techniquement, c'est malheureux, mais il faudra le faire quand même, parce qu'il faudrait ravaler son orgueil et essayer d'avancer. Mhm. Et c'est valable pour la plupart des pays d'Afrique. Hein. C'est logique. L'Égypte, si on revient à l'Égypte, au 19e siècle, elle était plus développée que la Hongrie, que la Bulgarie, que beaucoup de pays européens d'ailleurs, que l'Autriche, en termes techniques, hein, en termes Ouais. industriels. Parce qu'ils avaient un pacha qui était intéressant, Mohamed Ali Pacha, qui les avait fait avancer un petit peu comme Staline, sans demander l'avis de personne. Et bon, ils ont avancé. Ils ont créé quand même ce qu'on appelait à l'époque la Renaissance arabe. Elle a démarré du Caire. Il est malheureux de constater aujourd'hui que l'Égypte n'en a plus l'envergure de ce qu'elle avait au 19e siècle et qu'elle est obligée aussi d'aller dans des pays qui étaient, je dirais, aux limites de la préhistoire à cette époque-là, en termes technologiques, pour essayer de se reconstruire un avenir industriel et technologique. Bien. Ben, je vous remercie, Monsieur Farhat Aïtali. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique et ses conséquences dans toutes ses facettes.
J'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci à vous.